Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer ce que le rachat de Twitter par Elon Musk voudra dire pour la plateforme. Je vais être clair, cela ne changera probablement pas grand-chose, mais on peut espérer un peu plus de transparence. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit. Twitter, c'est un réseau social où toutes les réactions se font dans l'immédiateté. Les messages sont limités à 280 caractères et donc ne permettent pas d'avoir des discussions argumentatives très poussées. L'avantage de cette plateforme, c'est le lien direct entre les utilisateurs. Les journalistes, les politiques, les militants, les associations, les entreprises peuvent directement parler avec leur public. Twitter est alors une espèce de forum comme le fut en son temps l'Agora. Comme toutes les places de discussion, seuls les gens sur la plateforme y ont accès, et ils ne correspondent pas forcément à un échantillon représentatif de la population. Avant son éventuel rachat par Elon Musk, Twitter appartenait à des fonds d'investissement comme The Vanguard Group, Morgan Stanley Investment Management, SSGA Fund Management et bien d'autres. Il faut savoir que depuis son entrée en bourse en 2013, la valeur de l'action de Twitter a toujours oscillé entre 20 et 60 $. Cette entreprise n'a jamais réellement pris de valeur depuis 10 ans. Alors pourquoi ces fonds d'investissement ont acheté des actions Twitter ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est son score ESG. Ce score ESG, pour Environmental, Social and Governance, permet aux investisseurs de soi-disant connaître les compagnies qui seraient les moins susceptibles d'avoir des risques financiers. J'aurai l'occasion plus tard de faire une vidéo complète à ce sujet. Plus ce score est faible, et moins la compagnie aurait de probabilité de faillite, ce qui est le cas de Twitter. La deuxième raison est sans doute la même que pour nos milliardaires français qui achètent les médias, la modération. La modération sur Twitter est d'ailleurs ce qui est le plus reproché à la plateforme. Les militants de droite estiment que la modération sur Twitter est contre eux. Cette modération va bien plus loin que les limites imposées par les gouvernements. Twitter a étouffé plein d'affaires à l'avantage du Parti démocrate et a quand même banni de sa plateforme un président républicain. Et quel que soit votre avis sur Donald Trump, il n'est pas pire que les talibans qui eux sont toujours sur la plateforme. Parmi les affaires récentes étouffées par Twitter, on peut parler de celle de l'ordinateur portable d'Hunter Biden, fils de Joe Biden qui est l'actuel président des États-Unis. Cette affaire révélait que Joe Biden, via l'intermédiaire de son fils, faisait du trafic d'influence contre rémunération avec une compagnie gazière ukrainienne, Burisma. Cela s'est passé sous la présidence d'Obama, pendant que Joe Biden était son vice-président, que Hunter Biden, sans aucune qualification, était payé $1 million par an en étant au conseil d'administration de l'entreprise. L'affaire sort fin 2019, juste avant l'élection présidentielle américaine. Sans la modération sur Twitter, il est probable que cette affaire aurait pu avoir des implications sur les résultats de l'élection. On peut aussi parler de la phrase Learn to Code qui a été bannie de Twitter en 2019 car elle était devenue un mème récurrent à l'encontre des journalistes. La censure est institutionnalisée chez Twitter, à tel point que la responsable de modération, Vijaya Gadde, a gagné $17 millions pour son travail en 2021. C'est une des personnes les mieux payées de l'entreprise, et elle n'est pas payée pour créer ou ajouter une quelconque valeur, mais pour protéger certaines opinions, certains individus ou certains groupes des conséquences du débat public. Considérer que les insultes, diffamations, appels à la haine ou à la violence n'ont pas leur place sur Twitter est une chose que tout le monde ou presque considère raisonnable. Et bannir certaines idées qui ne sont pas dans ce cadre du discours public, certaines figures politisées de bords plus marginaux, ou diminuer manuellement la visibilité de certains commentateurs qui déplaisent à l'entreprise tout en augmentant celle de ceux qui plaisent, me paraît malsain. Les règles doivent s'appliquer de la même manière pour tout le monde. C'est d'ailleurs après un sondage concernant la liberté d'expression et son respect par Twitter, fait auprès de ses followers, qu'Elon Musk a décidé, ou a mis en scène sa décision, de racheter Twitter. L'achat par Musk de Twitter a créé beaucoup de spéculations quant au futur de la plateforme, en particulier en ce qui concerne la modération et la liberté d'expression en général. Elon Musk a précisé lors d'une conférence TED la raison de son achat de Twitter. Why make that offer? Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech where all, Twitter has become kind of the de facto town square. It's just really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. So one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm and make any changes
to people's tweets. If they're emphasized or de-emphasized, that action should be made apparent so anyone can see that action has been taken. So there's no sort of behind-the-scenes manipulation, either algorithmically or manually. But last week when we spoke, Elon, I asked you whether you were thinking of taking over. You said, no way. You said, I do not want to own Twitter. It is a recipe for misery. Everyone will blame me for everything. What on earth changed? No, I think everyone will still blame me for everything. Yeah, if I acquire Twitter and something goes wrong, it's my fault, 100%. I think there will be quite a few errors, yes. It will be miserable, but you still want to do it. Why? I mean, I hope it's not too miserable, but I just think it's important to the it's important to the function of democracy. It's important to the function of the United States as a free country and many other countries, and to help freedom in the world more broadly than the U.S. And so I think I think there's the risk, civilizational risk, is decreased if Twitter, the more we can increase the trust of Twitter as a public platform, and so I do think this will be somewhat painful, and I'm not sure that I will actually be able to acquire it. And I should also say the intent is to retain as many shareholders as is allowed by the law in a private company, which I think is around 2,000 or so. So it's not like it's definitely not from the standpoint of let me figure out how to monopolize or maximize my ownership of Twitter, but we'll try to bring along as many shareholders as we're allowed to. You don't necessarily want to pay out 40 or whatever it is $1 billion in cash. You'd like them to come with you in the yeah, but it's I mean I could technically afford it. I heard that. I heard that. But what I'm saying is this is not a way to sort of make money. I think it's just that I think this could, my strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. But you've described yourself. I don't care about the economics at all. Mais qu'en pensent les médias? La Fédération internationale des journalistes, plus grande organisation mondiale de la profession, a condamné le projet de rachat de Twitter par Elon Musk. Selon elle, ce rachat serait une menace pour la liberté de la presse. La FIJ, qui représente 600 000 journalistes dans 146 pays, affirme que l'opération menace le pluralisme, la liberté de la presse, le journalisme de qualité, et crée un terrain favorable pour la désinformation. C'est quand même cocasse que le journaliste de qualité, comme ils aiment à le dire, ait besoin de censurer la concurrence. Comme si le meilleur boulanger d'une ville se sentirait menacé par la présence de boulangeries faisant des baguettes moins bonnes que lui. Selon The Atlantic, Elon Musk n'achète pas Twitter pour la liberté d'expression, mais pour accroître sa visibilité. Libération a peur que les discours de haine augmentent. Pour Stephen Lauer, dans Le Monde, il n'y a que les naïfs pour croire que la défense de la liberté d'expression est la seule motivation d'Elon Musk pour racheter Twitter. Le Point se montre plus raisonnable en disant qu'augmenter la liberté d'expression est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je peux trouver plus inquiétant, c'est le groupe de 26 associations d'activistes et d'ONG qui ont écrit une lettre ouverte aux publicitaires qui sont sur Twitter leur demandant de reconsidérer le fait de rester sur la plateforme si Elon Musk opère trop de changements sur la politique de modération. Ces organisations à but non lucratif sont financées par tous les tenants de la cause progressiste, comme des anciens conseillers de Barack Obama ou Hillary Clinton, mais aussi des groupes débunkant des informations de médias conservateurs, ou encore l'Open Society de George Soros, et même de financements provenant directement de gouvernements européens. Si un camp semble s'intéresser à conserver la modération sur Twitter telle qu'elle est avant le rachat, c'est probablement qu'elle leur est avantageuse d'une manière ou d'une autre, non ? Au final, l'avenir nous dira qui a raison, mais je pense qu'Elon Musk mérite au moins le bénéfice du doute, car une partie de ses activités entrepreneuriales semble aller dans le sens d'un accroissement des communications dans le monde et d'un respect de la liberté d'expression dans le cadre de la loi. En particulier, la constellation de satellites en orbite basse Starlink, qui permettra à terme d'avoir une couverture Internet satellite
partout dans le monde, qui sera accessible même dans les pays où la censure des communications classiques est très forte. Alors on peut émettre des doutes sur son fonctionnement, ou sur la volonté de Musk de juste vouloir faire de l'argent, mais tout semble indiquer que le projet Starlink correspond à l'objectif de plus de liberté d'expression. Il a d'ailleurs montré récemment qu'il ne bannira pas du discours les sources russes malgré la pression de gouvernement, car il se considère comme un absolutiste de la liberté d'expression. On pourrait alors l'accuser de favoriser la Russie, mais d'autres de ses tweets ou phrases tentent à montrer le contraire, même si cela peut être interprété comme du trolling. Musk est un milliardaire excentrique, à influence considérable, avec plus de 90 millions de followers sur Twitter. Avec une influence pareille, il n'est pas étonnant que les fabricants de discours, les médias traditionnels, pensent que si Musk détient Twitter et accroît la liberté d'expression, cela deviendra la jungle. Raphaël Enthoven, Lumière parmi les Lumières, nous l'explique très bien sur Europe 1. Avez dit sur les réseaux sociaux, à peu près absolu au total. Donc la question découle de source. Le rachat par Twitter d'Elon Musk, c'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression, sachant que des comptes bannis autrefois pourraient être réactivés. Moi, je ne revendique pas une liberté d'expression totale. Quand c'est la vôtre, j'ai l'impression que si. Non, j'ai pas traité Tahabouaf de sale arabe et il m'a pas traité de sale juif. Ceci relève d'une limite absolue, pour le coup, à mes yeux. Et je considère qu'on est plus libre dans un pays où des propos comme cela sont interdits que dans des propos où ils sont autorisés. C'est tout le problème que pose Elon Musk. La liberté absolue, c'est pas la liberté. La liberté absolue, c'est la loi du plus fort. En matière de pandémie, ne pas mettre son masque au nom de la liberté, c'est contaminer l'autre. Ne pas se faire vacciner, c'est être dangereux de la même manière. Et en matière d'opinion, dans le registre des opinions, considérer qu'on peut avoir le droit de tout dire, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Mais qui est l'arbitre ? C'est intéressant. Dans le débat des opinions, qui est l'arbitre ? Est-ce que c'est l'Union européenne qui déjà commence à dire oui, mais attention, Monsieur Musk, tout ne peut pas être dit, il y a des règles. Est-ce que c'est les États-Unis ? Quel est l'organe ou l'organisme suprême qui dicte tout cela ? Écoutez, il existe depuis cette année, ça a été voté cette année, ce sera applicable en 2023, ce qu'on appelle le Digital Service Act. Ça, c'est l'Union européenne. C'est très concret. L'idée que, par exemple, les plateformes seront dans un an responsables des contenus qu'elles produisent, c'est très important. Attendons que ça se fasse. Attendons que ça se fasse. Long chemin. Je dis vive l'Europe. Je dis vive l'Europe dans ces conditions. Ceci n'est pas coercitif. Ceci n'est pas coercitif. Et quant à la question de la liberté, vous avez raison de dire qui est quelqu'un pour dire à un autre ceci vous avez le droit de le dire et ceci vous n'avez pas le droit de le dire. Le problème, c'est que si personne ne s'autorise à le faire, on met tout sur le même plan. Oui, mais est-ce que c'est toujours les mêmes qui s'autorisent à le faire ? Vous voyez que depuis l'annonce de ce rachat, une forme bien pensance, diront certains, s'érige en donneuse de leçons. Est-ce que ce sont toujours ces mêmes-là, justement, qui indiquent les règles ? Moi, je ne vois pas de bien-pensance, si vous voulez, dans le constat qu'il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale. Si vous laissez tout le monde... Alors, si chacun avait une égalité des chances, si chacun avait les mêmes armes au départ pour dire ce qu'il peut, pourquoi pas ? Mais là, c'est pas le cas. Vous avez des monstres, des géants. Elon Musk lui-même, par exemple, terrorise les journalistes qui parlent de Tesla, ou terrorise les journalistes qui parlent de SpaceX. Les journalistes eux-mêmes s'auto-censurent. Ces pratiques-là, dans le monde, dans le Twitter d'Elon Musk, ces pratiques-là deviendront, comme elles l'étaient avant, monnaie courante. Ceci me paraît extrêmement délétère. En tout cas, c'est une perspective que je trouve liberticide et non pas libérale. Donc pas de liberté absolue. Non, pas de liberté absolue. Ça se passe de commentaires. Cependant, c'est vrai qu'il faut quand même se méfier d'Elon Musk, qui répond vigoureusement à ceux qui critiquent sa manière de travailler ou ses compagnies, ce qui est d'ailleurs une forme d'exercice de sa liberté d'expression. L'avantage que je vois à ce rachat, et il est indéniable, c'est que si la modération laisse entrer trop de voix extrêmes dans le débat, ou si la censure devient plus forte d'un côté, c'est Musk et seulement Musk qui en paiera le prix. Car on reste dans un marché libre où MySpace a disparu aussi vite que c'est apparu, et Twitter pourrait subir le même sort. Qu'en pensez-vous ? Les commentaires sont là pour ça. Merci de m'avoir écouté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. C'était PH, à la prochaine.